À chacun sa fonction. Alors Olivier Guépin est devenu maintenant téléspectateur assidu, professionnel de bien-être. Il est coincé avec sa sciatique et tous les jours il écoute Charlotte en essayant de trouver celui qui le sortira de ce moment bien difficile à supporter avec des douleurs extrêmes. Bref, je suis là encore là aujourd'hui. J'espère qu'Olivier ira mieux demain. En attendant, ça ne va pas nous empêcher de voyager, de nous offrir un magnifique détour. Puisqu'on est au nom, eh bien, intéressons-nous au sommet du monde, à l'Everest. 8000 combien? Allez, 8840 mètres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que longtemps, parce qu'on n'avait pas les éléments, on a cru que c'était les Andes qui étaient les montagnes les plus hautes du monde. Et puis quand les Anglais ont commencé à envahir ce vaste territoire qu'étaient les Indes, on s'est reporté à quelques écrits. Déjà, Alexandre le Grand avait situé qu'il y avait là des montagnes énormes, mais on n'avait pas été jusqu'à les visiter. D'abord, c'était le repère des dieux. Toujours est-il que lorsque les Anglais s'installent en Inde, ils vont créer un bureau de mesure pour essayer d'estimer à la fois le nombre de ces montagnes qui étaient aux horizons et puis également leur hauteur. Et ainsi, la 15e montagne, il l'estime à 8840 mètres. Il faut lui donner un nom. Ce sera celui d'Everest, Sir George Everest, qui a été le premier, c'était un officier, le premier chef du bureau des mesures. Et c'est comme ça donc que le plus haut toit du monde a pris le nom d'un Britannique. Alors c'est également Sir Hillary qui fut le premier au sommet. Bref, ce sont les premiers éléments de notre émission où je vais recevoir un voyageur patenté, doudingue de l'Inde, si je puis dire, où il a fait de nombreuses escapades. Didier Sandman, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit ce livre, déjà, c'est pas n'importe quoi, mais l'Inde, vous transpirez l'Inde en quelque sorte, vous suintez l'Inde. Ça vous est venu quand déjà? Dans un instant, on aura la carte, mais le fait que vous soyez intéressé à ce, on peut dire, presque un continent. C'est un peu un hasard, en fait. Je suis allé... Oui. Faut croire au hasard, donc. Dans un pays aussi religieux, c'est rare de croire au hasard. C'était en 1974, il y a un peu plus de 30 ans. Je travaillais dans un journal qui était à l'époque Que Choisir. Non, actuel. Alors, il faut savoir ça. Une année actuelle avec Jean-François Bizot. Ouais. Et on m'a demandé de partir en Inde, accompagner un voyage. Je me suis retrouvé avec un groupe de 30 personnes dans ce pays dont je ne savais rien. C'est-à-dire que vous n'aviez même pas été taraudé par les narrations des post-68 heures qui s'étaient rendues par là-bas? Non, rien. J'ignorais tout de l'Inde. C'est vrai? Et je suis tombé sous le charme. Alors, il y a deux façons d'aborder l'Inde. Alors, on aperçoit là la carte qui apparaît, bien évidemment. C'est énorme. Il y a ceux qui se disent, bah oui, l'Inde, c'est la magie. Et puis, il y a ceux qui supportent difficilement ces contrastes invraisemblables et puis ce Moyen-Âge qui vous saute aux yeux dès le premier détour d'une rue. Alors, Kipling aurait dit qu'il y a deux catégories de gens, ceux à qui l'Inde fait peur et ceux qui rêvent d'y retourner. Il y a deux façons. Il y a beaucoup de gens à qui l'Inde fait encore peur. Et c'est pourquoi l'Inde reçoit encore assez peu de visiteurs, comparé à des pays voisins comme la Thaïlande. Et puis il y a ceux qui ont pris goût à l'Inde, comme moi, et pour qui c'est devenu une passion, et qui y retournent année après année. Alors tant et si bien que vous avez non seulement écrit sur l'Inde, mais vous avez créé une agence de voyage très spécifique qui permet d'aller en Inde, mais avec des détours buissonniers. Et puis vous avez créé un prix littéraire qui permet chaque année de distinguer un auteur qui, bien évidemment, écrit sur l'Inde. Et ce sont des romans en général? C'est celui de cette année-là. Cette année, c'était un roman d'une femme écrivain indien qui vit à Delhi. Mais le premier prix avait été donné à un numéro de la revue Autrement, consacré à Bombay. Ouais. Et le second prix avait été donné à un poète indien vivant à moitié en France, moitié à Calcutta. Donc ça peut être de la poésie, de la littérature, ça peut être un essai. Et parmi les membres du jury, j'ai aperçu qu'il y avait Irène Frein qui a écrit le Nabab, ce qui lui a permis de se faire connaître, et qui est l'histoire d'un petit mousse partant de Saint-Malo et qui va devenir une sorte de Maharaja là-bas aux Indes. Alors au passage, il faut se souvenir qu'il y a une terre française en quelque sorte, qui est Pondichéry. Absolument. Et puis alors les grandes villes, il y a Calcutta, il y a Bombay, New Delhi. Simplement, il faut situer l'Inde sur les 28 États qui la composent, et il y a plus de 100 langues. Autant dire que c'est vraiment le pays du cosmopolisme d'une certaine façon. C'est le pays du mélange, de l'hétérogénéité absolue.
c'est un monde, c'est un monde en soi. Voilà, avec plus d'1 milliard d'individus. Aujourd'hui, 2005, 1,60 milliard d'habitants, et en 2050, 1,4 milliard ou 500 millions, c'est-à-dire que l'Inde aura dépassé la population chinoise. Alors on va suivre votre album Souvenir, si je puis dire. Avant, restons dans les généralités. C'est quand même le pays de la religiosité. Il ne faut pas oublier que Bouddha est né aux confins de l'Inde, là-haut près des frontières du Népal. Donc il y a toute cette émanation de ce courant. C'était 500 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Et puis il y a également cet aspect que l'on connaît peut-être moins bien de l'Inde, avec une très forte imprégnation d'un courant islamiste. Oui, bon, l'Inde est un pays extraordinaire par sa taille, par sa population, donc le 2e de la planète. Un habitant de cette terre sur 6 est indien aujourd'hui. Ouais. Alors si après on met un autre chinois... Voilà. L'Asie, sur les 6 milliards d'habitants de notre planète, il y en a 4 milliards en Asie. Voilà, c'est ça. Bon, ou 3 milliards et demi. Donc l'Asie, c'est le continent dominant aujourd'hui. Et l'Inde, là, a une place à part, une place majeure sur le plan culturel, puisque c'est l'Inde qui a donné ses religions à presque toute l'Asie, y compris le bouddhisme. Et effectivement, qu'est-ce qui fait de l'Inde un monde à part, en dehors du fait que c'est un très grand pays? C'est certainement la place de la religion. Voilà, c'est ça, on est d'accord. C'est quelque chose d'unique. Et dès que vous êtes en Inde, vous ne pouvez pas échapper à ça. C'est-à-dire que, oui, chaque détour de rue nous met en présence d'une spiritualité. Plus que religion, c'est le mot spiritualité qui me paraît intéressant. On est d'accord? Il y a des temples un peu partout, et puis chacun, en fonction de son appartenance, à la limite, on n'est d'ailleurs pas hindou, mais on est plutôt tamoul, on appartient à une communauté de croyances. Oui, en Inde, les endroits les plus forts, certainement, pour moi, après 30 ans de voyage, les lieux les plus forts, ce sont les lieux où il y a des lieux, ce sont les lieux de pèlerinage, ce sont les grands temples, ce sont des lieux comme ça. Quelque chose se passe, même si moi je suis totalement agnostique, je ne suis pas croyant du tout. Mais en Inde, quand vous êtes à Bénarès, au bord du Gange, ou quand vous êtes à Madurai, dans le grand temple de Madurai, qui est un lieu incroyable, une espèce de ville religieuse avec des cours, vous avancez vers le sanctuaire qui se trouve très très loin là-bas, après avoir franchi plusieurs cours, et que vous êtes au milieu de cette foule très très croyante. Mais non, mais je dirais que tout Indien rencontré est comme imprégné d'une réflexion religieuse au quotidien. C'est vrai. Hein, on est d'accord? C'est vrai. Donc, il y a dans la façon d'être de l'Indien, à un moment donné de la journée, cette connivence avec l'indisciple, quel qu'il soit. Oui, c'est vrai. C'est très curieux d'ailleurs, parce que vous baladez, vous êtes dans un train, dans un wagon de première ou de deuxième classe, et vous discutez avec des gens, et très très vite, ils vont vous interroger sur votre vie, parce que les Indiens sont très curieux et très faciles à vivre. Ils vont vous demander d'où vous venez, ils vont vous demander très vite si vous êtes marié, ils vont vous demander quelle est votre religion, vous allez peut-être leur dire que vous n'en avez pas, alors ils vont vous demander comment ça se fait, comment est-ce possible, et vous allez avoir très rapidement une discussion philosophique avec eux. Ouais, c'est ça. Tous les jours, avec des commerçants, avec des hommes d'affaires, ça c'est incroyable. Alors, ce que je vous propose, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, on pourrait parler au minimum 3-4 heures sans images, mais la récompense, c'est aussi d'être en connivence avec ce que la vue nous offre. Et donc, nous allons feuilleter ce que vous avez rapporté. Alors là, voilà, on parlait de cette mysticité, et on la voit comme ça à chaque détour, où on peut presque s'autoproclamer chef de sa propre religion, d'une certaine manière. L'ascète se fait son propre rituel, il va être là, entrer dans une sorte de mortification pour pouvoir échapper au cycle de réincarnation. Oui, de toute façon, le rapport à l'hindouisme, dans l'hindouisme, le rapport à la divinité est très très personnel. Voilà, c'est ça. Donc chacun choisit sa divinité, en fait, sa voie. Au milieu d'un très grand nombre de dieux. D'un panthéon. C'est vrai que c'est souvent guidé par la tradition familiale, parce que dans une famille, il y a une tradition qui veut qu'on aille vers un certain dieu, mais chacun suit son propre chemin. Alors évidemment, il y a l'extrême qui sont ces ascètes ou ces sadhus,
Le photographe de ce livre, Christophe Boivieux, aime beaucoup les sadhus, les lieux de pèlerinage. Il a participé à plusieurs mélas, des Kumbh Mélas, des grandes réunions religieuses, dont la plus grande, qui se déroule à Allahabad, au bord du Gange, une fois tous les 12 ans, attire 20 à 30 millions de personnes. Est-ce que c'est ce grand cérémonial où on voit les gens se transpercer avec les objets les plus invraisemblables, entrer dans une mortification, il faut en quelque sorte arriver à échapper à la douleur? Oui, ça c'est ce que font certains yogis. Oui, complètement. Mais est-ce que c'est... Je ne suis pas sûr que ça soit particulièrement dans ces endroits-là, non. Non. Ça, c'est des histoires se transpercer les joues. C'est plutôt des choses qu'on voit à Ceylan, dans les communautés hindoues à l'extérieur de l'Inde, à Sri Lanka et même peut-être à l'île Maurice quelquefois. Au Sri Lanka, oui. Marcher sur les braises. Sur les braises et autres, oui. Mais on le voit aussi dans les grandes... Non, puis il y a également, lorsque l'on va plus loin sur les flancs de l'Himalaya, ces ermites qui vivent et qui s'infligent, à la limite d'être nus face au froid le plus intense. Il y a des pèlerinages qui remontent par exemple aux sources du Gange. Voilà, on est bien d'accord. Hein. Oui, mais le Gange est le fleuve sacré par excellence. Et bien entendu, remonter le Gange jusqu'à la source, ou suivre toutes les rivières qui descendent jusqu'à leur source, toutes les rivières qui se jettent dans le Gange, c'est le lieu privilégié pour les ascètes qui quelquefois s'enferment dans des grottes et y passent 10 ans, c'est ça. 10 ans de leur vie. On voit des choses, c'est effectivement un des aspects inouïs de l'Inde. Alors je pense que tout à l'heure on aura au moins une ou deux photos sur Bénarès, et avec le désir de mourir à Bénarès, c'est échapper au cycle de réincarnation. C'est vrai, on a très envie de... Alors là... Oui, ça c'est autre chose, ça c'est un pèlerinage des Sikhs. Vous savez, les Sikhs, c'est cette religion qui rassemble une quinzaine de millions de fidèles, qui a été créée, qui est un syncrétisme entre l'hindouisme et l'islam. Et il y a des Sikhs en France aussi. Oui, qui ont protesté l'année dernière parce qu'on voulait leur faire enlever leur coiffe jaune. Leur turban. Voilà, leur turban. Leur turban qui retient le cheveu, puisqu'ils ne se coupent jamais les cheveux. Hein. C'est l'une des religions, l'une des grandes religions de l'Inde, même si elle a assez peu d'adeptes. Et ils ont aussi leur grand pèlerinage en montagne. Alors là, nous sommes où? Parce qu'on va commenter au fur et à mesure. Là, on est au Ladakh. Oui. Au Ladakh. Alors le Ladakh, c'est la haute vallée de l'Indus. L'Indus, ce grand fleuve qui descend l'Himalaya et qui, à un moment donné, traverse tout le Pakistan. Un des grands fleuves de l'Inde, qui a donné son nom à l'Inde. Oui, bien sûr. Indus. Le fleuve qu'a vu Alexandre, en 327 avant Jésus-Christ. Et là, c'est la haute vallée de l'Indus. C'est à 3500 mètres d'altitude. Et c'est une région particulièrement attachante, particulièrement belle, qui est une région tibétaine, en fait. Alors, c'est là aussi où il y a les contrastes. C'est-à-dire, quand on est dans les villes, c'est un grouillement inimaginable. Et puis, il y a ces lieux d'isolement totaux. Heureusement, oui. Ouais. Il y a dans toute l'Inde des lieux, on peut s'échapper des villes, et dans toute l'Inde des lieux magiques. Le Ladakh, c'est l'un de ces lieux, mais un peu partout. Par exemple, Mandou, qui est une ville musulmane abandonnée au bord de la Narmada, c'est un lieu parfait. Il y a très peu de monde. Il y a des lieux très très beaux comme ça où il y a très peu de monde. Alors, on continue. Là, nous sommes à Amritsar, effectivement. La ville des Sikhs, la ville sacrée par excellence pour les Sikhs, avec son fameux temple d'or, qui est le lieu, le Rome du sikhisme. Alors là, toujours, il y a les cérémonies de purification. Toujours. C'est indispensable pour être au contact de la divinité. Dans toutes les religions indiennes, on se purifie, c'est-à-dire on plonge soit dans un fleuve. Ou dans un cloaque, parce que parfois on se purifie, mais la Seine à côté, c'est véritablement une eau limpide. Il faut avoir la foi, il n'y a pas de doute. Alors, soit ce sont des fleuves, soit en Inde du Sud, à côté de chaque grand temple, il y a un bassin. Dans l'enceinte du temple, où les pèlerins, où les fidèles se lavent. C'est l'équivalent de notre eau bénite, en réalité. Bien sûr. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'ils sont tellement
dans cette façon de subir en quelque sorte la connivence avec le céleste, qu'ils ont une forme de fatalisme qui les anime aussi? Est-ce que les intouchables auraient pu exister ailleurs? Ces gens qui sont dans l'exclusion la plus totale, parce qu'ils sont considérés presque comme des sous-hommes, ils ne se sont jamais révoltés en tant que tels. Est-ce que c'est pas parce qu'on est dans la croyance la plus fervente? Peut-être. C'est un problème compliqué, l'intouchabilité. Il est certain que l'hindouisme les a poussés à accepter. L'hindouisme, c'est aussi beaucoup l'acceptation des choses. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit, ça a ses bons et ses mauvais côtés. De l'acceptation au fatalisme, la frontière. C'est aussi une espèce de philosophie. Oui, bien sûr. D'accepter les choses comme elles viennent, bonnes ou mauvaises. Voilà, ouais. Et effectivement, en Inde, les gens, les déshérités, ont plus facilement accepté leur sort. On continue, on oublie les Sikhs. Je pense que nous avons d'autres photos qui vont venir. Voilà, alors là... Ah, là, on est à Delhi, la capitale de l'Inde. Et même, vous voyez, les bâtiments de la... Ça, ce qu'on voit, c'est un des ministères. Ça, c'est l'héritage britannique, là. Ça, c'est la New Delhi. Ce qu'on appelle New Delhi, les gens, souvent on dit New Delhi au lieu de dire Delhi. New Delhi, c'est la ville qu'ont construit les Britanniques pour devenir la capitale de l'Inde anglaise en 1911. Et un grand architecte anglais, Lutyens, a construit ces magnifiques bâtiments. C'est très beau, ça a beaucoup d'allure. Grande perspective qui va jusqu'au Parlement et jusqu'au palais présidentiel. Et au premier plan, vous avez la fameuse Ambassador, la voiture typique de l'Inde, construite sur le même modèle depuis 50 ans. Et alors, bien évidemment, parce que les Britanniques ont marqué la place, on roule à gauche. On roule à gauche. Hein, ne pas oublier ça. Et puis, avec, là, c'est sans doute au petit matin, parce qu'il n'y a pas grand monde. Hein, non, il n'y a pas grand monde là. C'est pas on n'est pas dans un quartier populaire. On est sur une espèce de Champs-Élysées, mais qui ne serait bordé que de bâtiments officiels. Donc il n'y a pas grand monde. Mais là, et avec le système de taxi aussi, les Vespa là. Oui, là on a un auto sur la droite, ce qu'on appelle un auto-rickshaw, c'est-à-dire le rickshaw, c'est le vélo pouce. Ouais, ouais. Mais l'auto-rickshaw, c'est un petit scooter avec un moteur. Et qui fait à moitié taxi communautaire. Ouais, un taxi, un petit taxi, pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un gros taxi. Voilà, il faut prévoir vraiment pour tout le monde. Parce que là-bas, on est dans la famine parfois la plus horrible. Et puis à côté de ça, il y a les nantis. Je crois que vous n'aimez pas beaucoup qu'on parle de ça. Non, mais on n'est plus dans la famine. Il n'y a plus de grande famine en Inde. Il y a quand même, enfin... La dernière fois que je suis allé, c'était pas il y a 3 ans, mais il y a quoi, 7-8 ans Non, mais il y a encore de la grande pauvreté. Ah bon? Mais il n'y a plus de grande famine comme à l'époque anglaise. Depuis l'indépendance, il n'y a plus de grande famine en Inde. Alors, on va pas revenir... Les choses ont quand même l'Inde a beaucoup changé. On va pas revenir au Mahatma Gandhi, quoi qu'il aurait été bon de l'évoquer. Alors, qu'en reste-t-il d'ailleurs, tout en commentant les images? Alors là, c'est la condition de la femme. Est-ce que la condition de la femme est l'Inde moghole, au fond. Oui. La condition de la femme, non, elle reste toujours très, très difficile. Voilà. Elle reste très difficile. Bien que beaucoup de femmes jouent un rôle important dans la vie indienne, dans la vie politique, Indira Gandhi, dans la vie sociale. Il y a des régions de l'Inde. Parce que l'Inde... c'est difficile de parler de l'Inde en tant que telle, bien sûr. Il ne faut jamais parler. L'Inde, il y a des Indes. Oui. Au Kerala, les femmes jouent un rôle beaucoup plus important que dans d'autres régions de l'Inde. Alors là, oui, ça c'est ce qu'on voit là, c'est une des portes d'entrée au Taj Mahal. Et là, c'est le riz qui est... C'est du blé. Du blé, bon, très bien. C'est du blé qui pousse en Inde du Nord plutôt. D'accord. Enfin, alors, dans cette région. On accélère peut-être un tout petit peu les images pour nous gaver avant de devoir nous quitter, parce qu'après, malheureusement, voilà. Alors là... Ça, c'est Bénarès. Bénarès, un des hauts lieux de l'hindouisme, au bord du Gange. Et là, ce sont les palanquins sous lesquels les prêtres reçoivent les fidèles. Ils viennent leur demander conseil. Et ne pas oublier le rôle de l'horoscope aussi là-bas. Que de décisions sont prises en rencontrant les grands spécialistes capables de tracer la route qui vous est promise. C'est essentiel. En Inde, on ne fait rien pour les hindous. Oui, bien sûr. Même souvent pour les musulmans. Aucun des grands actes de la vie ne sont faits sans aller voir son astrologue, surtout pas le mariage. Et il faut bien entendu que les thèmes astro des deux fiancés
correspondent. Pour que Sinon, le mariage... interdiction. Sinon, ça risque de mal se passer. Alors, on continue. Ah, ça c'est l'Inde, c'est le Rajasthan. Ça c'est le palais, le City Palace d'Udaipur, avec au premier plan les eaux du lac Pichola. Bon, ça c'est l'Inde. C'est l'Inde du... Le Rajasthan, l'Inde des Maharajas, voilà, c'est ce que j'allais dire. L'Inde des cartes postales. L'Inde des grands fastes. Et bien entendu, c'est l'Inde préférée des voyageurs pour leur... Ah bah surtout que maintenant, il y a des hôtels qui ont été récupérés et qui permettent de se croire Maharaja pendant quelques jours. Oh ben c'est le cas. Hein, on est d'accord. Toutes sortes d'hôtels, des grands palais. Il ne faut pas oublier ce qu'ils palais. représentaient, les Maharajas. Ils étaient l'incarnation de la présence divine et vous aviez des gens qui travaillaient toute leur vie pour pouvoir acquérir le petit trésor que l'on allait offrir aux Maharajas quand ils déambulaient dans les rues. Oui, les Maharajas... il est possible qu'on ait accordé un peu trop d'importance aux Maharajas. Il y avait quand même une force spirituelle dans ce qu'ils représentaient. Oui, bien sûr. C'était surtout une image de père pour, bien sûr. Pour les paysans, un peu comme le roi sous l'Ancien Régime en France. Hein, bien Ou le tsar. Complètement. Alors là, on est encore à Amritsar et on voit au fond, là au milieu, le temple d'or. C'était un temple couvert par des feuilles d'or, dans lequel on lit le livre sacré des Sikhs, qui est le Grand Sab, c'est le texte majeur du sikhisme. On continue, toujours grâce donc à Didier Sandman. Hein. Son livre Collection Géo, Partance, c'est chez EDL. Alors là, ces gros plans sur les tenues, vous n'arrivez même pas à reconnaître. Mon cher Didier. Je ne suis pas le photographe. Christophe On a Babieux. un très beau visage d'une femme magnifique, parce qu'elles sont souvent c'est une femme, c'est évidemment des femmes de la campagne, hein, avec un très gros anneau dans le nez, des femmes de la campagne qui s'habillent de façon très traditionnelle. Alors allez, on va se quitter. Merci beaucoup Didier. Bah oui, déjà, hein, le livre, il est là. Il y a un site internet ? Pas pour ce livre. Non, mais pour vous. Pour nous, oui, www.laroutedesindes.com. Voilà, www.laroutedesindes.com. Merci beaucoup. Voilà, très bonne fin d'après-midi sur Direct 8. Et puis théoriquement, Olivier sera là demain pour un autre remarquement. Et sinon, je prendrai sa place à nouveau. Allez, au revoir, merci.